Madame, monsieur, bonsoir. Ayapola Biné, voilà un nom qui est loin de passer inaperçu dans le landerneau politique camerounais. En 2008, bien que député RDPC, ce magistrat est le seul à s'opposer à la modification de la Constitution qui vise à permettre à Paul Biya d'être à nouveau candidat à l'élection présidentielle de 2011. En 2011, justement, challenger de Paul Biya, il se classe 5e à la présidentielle avec à la clé un statut d'opposant respectable. Il est même nommé avocat général près la Cour suprême du Cameroun. Pourtant, la crise anglophone qui atteint son point culminant à la fin de l'année 2016 l'expose à la colère de Yaoundé qui voit en lui l'un des théoriciens de la sécession de la partie anglophone. Cela lui vaut une arrestation et 8 mois de geôle. Il vient d'en sortir et il est sur le plateau d'Equinox Télévision pour évoquer avec nous la crise anglophone, les circonstances de son arrestation, les conditions de son incarcération, le fonctionnement de la magistrature au Cameroun, les réparations que le PAP, son parti politique, réclame et les perspectives dans la crise anglophone. Bonsoir, Ayapola Biné. Grand merci de m'avoir invité. Oui. Alors c'est Equinox Télévision qui est honoré de vous recevoir sur son plateau. Oui, c'est exact. Je me suis donné au moins 2 mois avant de m'exprimer depuis ma libération. Mais puisqu'il s'agit de l'Equinox et avec la pression que j'ai subie, je suis là. Et je vais essayer de dire ce que je peux dire. D'accord. Merci encore d'avoir accepté de venir sur le plateau d'Equinox Télévision. Alors, Ayapola Biné, comment vous vous sentez aujourd'hui? Je suis un homme malade. Ceux qui me connaissaient avant, rien que m'en voyant, savent que je suis malade. La figure qu'ils voient aujourd'hui sur leurs petits écrans n'est pas la figure d'Ayapol. Donc actuellement je suis malade. Mais Dieu merci, je suis encore en vie. Alors votre incarcération est pour quelque chose dans votre maladie. Cela voudrait-il dire que c'est le fait que vous ayez été enfermé qui a accéléré ou alors qui a causé la dégradation de votre état de santé? Je peux dire qu'il appartient à tout Camerounais qui est en doute de sillonner tous les hôpitaux de l'État, tous les hôpitaux privés dans ce pays entre 1998 et janvier de cette année. Et il viendra me dire si on peut trouver mon nom peut-être 2 fois dans quelconque hôpital du pays. Donc il est sans doute vrai que c'est mon séjour au CED qui m'a causé les dégâts. Je peux dire des dégâts irréparables. Parce que actuellement, je ne peux rien voir. Je ne peux même pas voir les formes avec l'œil gauche. Et tout à coup, je suis devenu un malade cardiaque. C'est que vous n'étiez pas avant. Je ne l'étais pas. Oui. Et j'ai dit qu'on peut aller dans tous les hôpitaux, si on trouve quelque part que je me suis plaint d'un problème cardiaque quelconque avant janvier 2017, on pourrait me traiter de menteur. Alors, vous êtes sorti de prison il y a quelques jours seulement. Alors, revenons à ce moment où vous avez été interpellé 21 janvier 2017. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé, parce que je vous ai vu le 20 janvier, j'étais chez vous, puisque nous avions appris sur Equinox Télévision que vous aviez reçu une convocation, que des gens étaient même venus à votre bureau, et nous sommes donc déportés. Nous avons d'ailleurs fait un papier avec vous
mais c'est le lendemain qu'on allait apprendre que vous avez été interpellé et gardé au CED. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 20 janvier ou avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un peu le contexte dans lequel tout cela intervient. Nous voici le 19 janvier, je suis dans mon bureau. Il y avait une cérémonie à la Cour suprême. J'étais dans mon bureau. Tout à coup, quelqu'un se pointe me dire qu'on lui a offert de l'argent pour qu'il aille montrer mon domicile à ceux qui voulaient lui donner de l'argent. Ça ne m'a rien dit. Vous connaissiez cette personne? Oui, il est à la Cour suprême, mais vous savez, pour sa sécurité, je ne peux pas donner son nom. Donner des détails. Oui. Il n'a même pas fini de s'exprimer. Deux individus entrent dans le bureau. Je ne sais pas, je ne me souviens pas comment ils se sont présentés. Et ils sortent un bout de papier. Ils me disent de signer. Je leur dis, puisqu'il s'agit d'une convocation, je ne peux pas signer alors que mon chef immédiat n'était pas au courant et qu'il fallait passer par là. Et que d'ailleurs, en vertu de l'article 629 du Code de procédure pénale, on ne peut pas me convoquer sans que la Cour suprême ne nomme les magistrats tels que prévus par la loi. C'est votre statut de magistrat qui le prévoit? Le statut de tout magistrat, voilà. Non seulement magistrat de droit commun, oui, mais également des magistrats militaires. Absolument. Ils sont protégés. Donc, je leur dis comment procéder. Ils ont voulu insister, mais je n'ai pas bougé. Ils étaient en civil ou des hommes en Ils étaient en civil. Oui. Ils étaient deux. Le lendemain, quelqu'un m'appelle, il se présente comme étant au CED. Il me demande où j'étais. Je lui ai dit que comme j'ai dit la veille, oui, je ne pouvais pas me présenter. Après une discussion entre nous, j'ai dit, bon, puisque vous insistez absolument, je serai là lundi pour une visite de courtoisie, parce qu'il ne s'agit pas de procédure, parce que pour la procédure, il faut suivre ce qui est prévu par la loi. Donc le samedi, le lendemain, après notre entretien, je suis à un match de Cannes, torse nu, puisque j'étais à domicile. Oui, dans votre maison. Et 6 individus font l'entrée brutale dans mon salon. Et l'un d'eux me dit, nous avons l'ordre de vous emmener. Je dis, c'est-à-dire quoi? Avez-vous un mandat d'arrêt? Non. Vous m'amenez où? Pas de réponse. Je dis, je ne vais nulle part. C'est alors qu'ils m'ont dit que nous devons aller au tribunal militaire. Tribunal militaire, le samedi, à 17h passées, c'est quel tribunal militaire? Et pour quelle raison d'ailleurs? J'ai dit, moi je sais que j'ai pris rendez-vous avec le colonel, le colonel, pour lundi à 11h. Donc je comprends mal qu'on m'emmène devant le tribunal militaire. Donc je ne vais nulle part. Je prends mon téléphone pour appeler le colonel, demander s'il était au courant. On dit je n'avais pas le droit de toucher au téléphone. Et l'un d'eux m'a saisi par la ceinture. Mon fils cadet s'est presque fâché. Il lui dit non, mais un peu de respect quand même. Il s'agit d'un magistrat de la Cour suprême et d'un père. Donc, ma femme qui était à Buea, qui était malade, tout le monde l'a vu avec des béquilles, venait de rentrer de Buea ce même jour. Elle était à la cuisine pour me préparer quelque chose à manger. Avec le bruit, elle vient alors au salon et suit la scène et dit, puisqu'il est ainsi,
et vous avez insisté, je veux le suivre. Oui. Elle va alors dans la salle à coucher, et l'un de ces gens-là La suite. la suit plutôt. Mais madame dit comment, je veux me changer, n'est-ce pas, les habits, et vous me suivez. Je n'ai plus d'intimité. Il dit non. Donc madame est restée avec l'habit qu'elle portait dans la cuisine. C'est ainsi qu'on m'a emmené. Pour où? Il y avait un véhicule? Il y avait un véhicule dehors, à une vingtaine de mètres de la résidence. C'est ainsi qu'on m'a mis dans la voiture. Derrière, on était à trois, l'un d'eux à gauche, l'autre à droite, et puis un autre devant, plus le chauffeur. Et celui qui m'avait arrêté par la ceinture est resté derrière pour les suivre avec ma femme. C'est au niveau de la génie militaire. Oui. C'est-à-dire au quartier Ngouakele. Oui, le téléphone a sonné et puis on leur a dit on ne va plus au tribunal militaire, on va plutôt au CED, ainsi de suite. On est arrivé au CED. Bon. Et la famille m'a suivi, mon fils, madame. Donc, arrivé au CED, je leur dis, quel que soit le cas, il faut que mon avocat soit au courant de ce qui se passe. J'ai donc appelé mon avocat qui est arrivé. Et ils ont rempli une fiche, je ne sais pas si c'était une fiche, et ils m'ont dit de signer. J'ai dit non, je n'ai pas de lunettes. Puisqu'on m'a pris au salon, moi je n'ai pas de lunettes, donc je ne peux pas signer, je ne peux pas lire. Je ne peux pas signer ce que je n'ai pas lu. Et qui vous a reçu au CED? Le colonel? Le colonel, c'est par là que j'ai appris que celui qui m'a arrêté à la maison, qui m'a arrêté par la ceinture, était le colonel. Ah, le colonel lui-même? Lui-même. Ah bon? Donc, après des formalités, j'ai dit, je ne signe rien. Ils ont alors préparé une cellule. Madame a demandé si elle pouvait connaître, n'est-ce pas, les lieux. Ils ont dit non, c'est leur affaire. On m'a mis dans une cellule sans fenêtre. Rien du tout, même le trou qui était là avant était déjà bloqué. Alors, puisque c'était tellement subite, je n'avais apporté ni drap, rien du tout. Et là, il y avait deux matelas. Les deux étaient mouillés. Absolument. Si bien que je suis resté assis pendant toute la nuit. On m'a arraché le téléphone, la carte nationale d'identité. Donc je n'avais rien du tout. Je ne connaissais même pas l'heure. Je suis resté assis pendant toute la nuit. Et aux environs de 4 heures, il y a eu coupure de courant. En plus. Oh, quelle chaleur. J'ai transpiré. J'étais mouillé. C'était comme si je venais de nager. Complètement trempé. Dans une piscine ou alors? Et je m'étouffais. J'ai commencé à avoir mal, à sentir mal dans la poitrine. Oui. J'ai donc commencé à cogner la porte. J'ai toqué fort. Et Dieu merci, quelqu'un qui était de passage a entendu. Pour aller dans la cellule dont il est question, il y avait un couloir tout petit. Il y avait d'abord une petite cellule avant la mienne. Et le couloir avait 2 portes. Une porte avec grillage et puis l'autre porte avec des vitres. Si bien que quand la porte avec les vitres était fermée, il n'y avait pas d'air. Donc ce monsieur est venu, il a ouvert les 2 portes. Et quand il m'a touché, il était choqué. Il a alors demandé qu'on laisse la porte vitrée ouverte et qu'on ferme seulement la barrière avec des grilles. Si bien que quand je me sentais tellement étouffé, je venais vers la porte pour avoir un peu d'air. Le lendemain, la famille est venue avec le petit déjeuner. Je n'ai eu que 2 minutes
pour prendre, étant debout. Oui. Je suis encore enfermé, mais vu la situation, parce que j'avais la figure enflée, donc vu la situation, et ils ont décidé de ne plus fermer la porte de la cellule, et de ne fermer plus que la porte avec la grille. Donc, et le lendemain matin, d'ailleurs nous étions déjà le dimanche. Oui, c'était dimanche. On ne vous a pas reçu, personne, le colonel, vous n'avez plus vu. Non. La veille, il était convenu qu'ils allaient revenir plutôt lundi, à 8 h. Donc j'ai encore passé une nuit là-bas, dans cette cellule, difficilement, n'est-ce pas, supportable. Oui. Lundi, alors, on m'a fait descendre dans le bureau du colonel. Oui. Et une jeune dame m'a dit, je suis venu vous interroger. Je lui ai demandé sur quoi et qui êtes-vous d'abord. Oui. Elle m'a dit qu'elle est substitut du commissaire du gouvernement. Mais m'interrogeait à propos de quoi. C'est en ce moment que un policier qui était là en uniforme m'a dit oui, mais on doit lui donner quand même des renseignements de quoi il s'agit. Je leur dis, moi, je ne suis pas prêt pour quelques renseignements que ce soit. Ce qui me préoccupe actuellement, c'est ma santé. Parce que si je retourne dans la même cellule pendant 30 minutes, j'allais crever. J'ai insisté sur ça. Et le colonel, je pense que c'est un homme aussi de cœur, il a compris. Même s'il vous avait empoigné quand même chez vous, assez violemment. C'est le peu que je peux dire, parce que le fait de m'avoir écouté quand même, c'est ainsi qu'ils ont aménagé un bureau où je suis resté jusqu'à ma libération. Finalement, vous n'étiez plus dans cette cellule. Non, même mes effets qui étaient dans la cellule, c'est mon fils cadet qui est allé les prendre. Alors, dans la nouvelle cellule, on m'a donné un semblant de matelas avec une épaisseur de peut-être 5 cm. Donc j'étais couché par terre. Et vous n'avez pas demandé, par exemple, à faire venir un matelas de votre famille? Parce que vous avez fait une demande pareille? Non, parce que tout d'abord, je ne savais pas pourquoi j'étais là. On ne m'avait rien dit, proprement dit. Donc moi, j'ai cru que peut-être il s'agissait de quelque chose de quelques heures, au plus de quelques jours. Donc, je dormais par terre. Et c'était ainsi pendant 72 jours. C'est le 72e jour qu'on m'a apporté un lit. Et on a mis le matelas sur le lit pour le reste de mon séjour. Et puisque j'étais déjà malade, le même lundi, on était obligé de prendre ma tension, qui ici, chez mes mémoires sont bonnes, c'était élevé à 276. Alors c'était un médecin qu'on a fait venir? Non, un infirmier militaire. Un infirmier militaire. On m'a dit que le docteur arrivait. Finalement, le docteur... Il n'est jamais venu? Jamais. Donc, 2 jours après, le 25, j'ai fait venir un cardiologue. C'est vous qui l'avez fait venir? Oui. Ce n'est pas ceux qui vous ont interpellé, qui ont demandé que vous fassiez venir un cardiologue? Oui, ainsi que l'ophtalmologue. Donc, ce dernier a demandé qu'on me fasse passer là-bas le plus vite possible. Parce que ce qu'elle avait constaté pourrait arriver au stade où ce serait irréversible. Mais je vous dis que jusqu'à ma libération, personne ne m'a emmené là-bas. On n'a jamais permis que vous y alliez? Non. Mais en ce qui concerne le cardiologue,
quelque temps après, on m'a quand même emmené chez elle. Et elle a constaté que j'étais effectivement, que j'ai contracté une maladie cardiaque. Et la tension est restée très élevée. Et c'est la situation. Donc elle avait recommandé que je passe là au moins une fois par mois. Cela a été respecté en quelque sorte. Mais le 29 juin, j'ai eu une crise vraiment effrayante. Toujours en lien avec les problèmes cardiaques? Oui, oui. Donc, on a fait venir une ambulance et je me suis retrouvé au centre d'urgence de l'hôpital central de Yaoundé. J'y ai passé 3 jours avant que je ne sois libéré. Et depuis lors, même pour monter les escaliers, vous avez dû constater que vous m'avez laissé derrière parce qu'il fallait monter doucement. Donc la situation demeure. Et depuis ma libération le 31 août, j'ai déjà été chez l'ophtalmologue qui a recommandé une intervention chirurgicale urgente. Donc, n'attendons plus que l'argent, parce que tout le monde sait déjà, mon fils a beau parler de ça. 17 mois, moi je n'ai pas eu le salaire, ce salaire reste impayé. 17 mois quand vous étiez avocat général? Oui. Vous n'avez pas, votre salaire a été suspendu? Suspendu. Il n'a jamais été rétabli? C'était rétabli, mais sans arriéré. Ah, ça reste, la situation demeure jusqu'à présent. Donc je n'avais plus de moyens. En même temps, on m'a mis à la retraite. J'étais enfermé, si bien que je ne pouvais même pas présenter, c'est-à-dire le dossier nécessaire pour la pension. Donc actuellement, on est, c'est-à-dire, on ne peut pas avancer, bien que le docteur recommande que ce soit fait le plus vite possible. Et que ça ne se fait qu'à Acha ou bien à l'hôpital d'Acha. Oui. Donc on attend. Quand il plaira à l'État que j'ai fait suffisamment, peut-être ça pourra aller. Alors, vous êtes justement au CED et qu'est-ce que vous nous expliquiez il y a quelques instants que la jeune dame substitut du commissaire du gouvernement a voulu vous entendre. Et dans la suite, comment ça va se passer? On va vous entendre, on va vous dire que vous êtes accusé de quoi exactement? Non, je suis resté pendant 223 jours sans que personne ne me dise pourquoi j'étais au CED. On ne vous a jamais entendu? Jamais. Presque tous les 2 jours, je posais une question à d'autant. Pourquoi est-ce que je suis ici? Qu'est-ce que je fais ici? C'est la même question. Donc, mais posée de manière différente. Pourquoi est-ce que je suis ici? Qu'est-ce que je fais ici? Et personne ne m'a jamais répondu. Vous posiez la question à qui? Au colonel, par exemple, ou alors à d'autres personnes? C'est ça qui était intéressant, parce que pendant tout mon séjour, c'était difficile de voir le colonel. Parfois même, quand je demandais de le voir, il ne venait pas. Donc je parlais plutôt aux gardiens. Et il leur était interdit de vous parler, de me parler. Mais enfin, ce sont des sous-officiers, j'imagine. C'est des jeunes officiels, bien sûr. Des officiers. Mais pour vous dire la vérité, même mes avocats étaient refoulés parfois. Donc personne n'était autorisé à m'adresser. La parole. Si bien qu'un jour, un journaliste m'a dit bonjour et il était enfermé. Il n'était libéré qu'avec l'intervention d'un avocat. Si bien que ce journaliste était arrivé là, il passait par là. Il passait. On avait arrêté une relation à lui. À lui. Et puis il était venu lui rendre visite. Puisqu'il m'a reconnu, il m'a dit bonjour et c'était tout. Si bien que même les avocats qui venaient pour des affaires autres que la mienne n'avaient pas le droit de me parler. Donc, pendant tout ce temps, personne ne m'a dit pourquoi on m'a enlevé de ma maison,
parce que je ne parle pas d'arrestation, puisque la procédure n'a pas été suivie. On n'arrête pas sans mandat d'arrêt. Je suis quand même... j'ai fait la magistrature pendant 39 ans. Je connais quand même le droit, en quelque sorte, un peu, disons. Donc on n'arrête pas sans mandat d'arrêt. Alors, et aujourd'hui, dans le pays, si on suit le nouveau code de procédure pénale, on ne peut arrêter que quelqu'un qui est déjà inculpé. Si quiconque prend ce bouquin et va lire la définition de mandat d'arrêt, sauf quand on est déjà inculpé, on n'arrête pas. Donc, l'arrestation était totalement arbitraire. Et illégal. Et puis c'était le samedi. Oui. Il est interdit d'enfermer quiconque. Il ne s'agit pas d'un magistrat. Quiconque. Il est interdit d'enfermer un citoyen camerounais le samedi, le dimanche, le jour férié. Dans mon cas, c'était un samedi. Et puis le fameux article 629 qui accorde le privilège de juridiction à tout magistrat. Qui fait que mon cas était tellement... Ceux qui parlent de l'image du Cameroun ne disaient pas où ils étaient pendant 223 jours, sans parler de cette situation. Ce n'est que quand j'ai intenté une action pour la libération immédiate, que lors de l'audience, quelqu'un qui se disait substitut du procureur de la République dit... Il se disait, vous dites. Il se disait, parce que je ne le prends pas pour un substitut du procureur de la République, parce que ce qu'il disait n'était pas conforme à la loi. Un substitut qui ne connaît pas les principes fondamentaux ne peut que se dire substitut. C'est lui qui a dit non, et il y a un document qui dit apologie de terrorisme, insurrection. J'ai dit, ce n'est pas ce que nous appelons inculpation. Et à l'article 164 qui définit comment on inculpe. Les conditions. Et on est inculpé devant soit le juge d'instruction, ou bien dans le cadre du tribunal militaire, devant le commissaire du gouvernement. Et le commissaire vous dit, monsieur tel, ou bien madame, en tel jour, à tel lieu, vous avez fait telle chose, contraire à telle loi, à tel article de telle loi, puni par tel article de telle loi. Voilà inculpation. Et donc, si bien que personne ne m'a jamais inculpé, on ne m'a jamais dit, en dehors de cet incident devant le président du tribunal de grande instance de Yaoundé, quand le substitut, disons, entre guillemets, disait que apologie, le terrorisme, c'est s'exprimer, c'est le langage de quartier, c'est pas la loi. Vous étiez étonné qu'un magistrat puisse dire une chose pareille. Voilà. Et puis, vous savez, depuis le début de la crise dite anglophone, tout anglophone a les mêmes droits, c'est-à-dire commet les mêmes infractions. Les mêmes infractions, voilà. Donc on colle les mêmes infractions pour tous les anglophones. Si bien que dès que vous arrivez, on vous dit apologie, terrorisme, insurrection, hostilité à l'État, même quand, comme je suis là, et je suis en train de m'exprimer, c'est du terrorisme. Non. Donc je n'ai jamais été inculpé et je ne sais pas pourquoi j'ai été gardé pendant si longtemps. Alors, ça nous donne l'occasion d'en venir au fonctionnement de la magistrature. Vous-même, vous êtes magistrat, disons, hors échelle. Vous avez servi pendant 39 ans, on l'a rappelé, vous avez été avocat général près la Cour suprême. Et au moment où vous étiez dans cette situation, arrêté, où vous dites, pour reprendre vos termes, enlevé de votre domicile, qu'est-ce que vous pensiez? Quel est le regard que le magistrat que vous êtes avait à ce moment-là? Quel était votre sentiment vis-à-vis de la justice, celle du Cameroun au moins? Non, dans une interview, j'avais déjà dit
Et je le répète ici, que s'il m'advenait à donner une opinion, au moins 80% de ceux qui sont dans la magistrature ne seraient pas qualifiés d'être appelés magistrats. Et la justice camerounaise, je ne sais pas si je peux parler de la justice camerounaise ou bien de l'injustice camerounaise. Me voici enlevé de mon domicile le samedi. Je suis devant mes collègues, mes jeunes collègues, mes cadets dans la profession. Est-ce que Ayapour était enlevé sans mandat d'arrêt? Oui. Est-ce que l'article 629 du Code de procédure pénale dispose que même s'il avait commis une infraction, c'est le président de la Cour suprême qui devait nommer un magistrat pour instruire son affaire et 3 autres pour la poursuite éventuelle. Et ces magistrats au moins égal à son grade, ou bien à un grade supérieur, oui, un magistrat de la Cour suprême. Est-ce que c'était un samedi? Oui. Est-ce que la loi l'interdit? Oui. Je suis devant mon cadet magistrat et il ne trouve rien d'anormal. Et nous parlons de la justice. Quel est le serment du magistrat? L'élément, le premier élément, c'est de rendre justice sans peur, sans crainte. Et si un magistrat a peur, c'est qu'il n'est pas qualifié d'être magistrat. Comment expliquer que je reste en cellule pendant 223 jours et tous les magistrats du Cameroun, de tous ces magistrats, un seul a eu le courage de me rendre visite, un seul et une fois. Quand il est revenu, il était refoulé, un seul. Depuis ma sortie de captivité, bon, si vous voulez, je peux parler de la libération. Oui. Il n'y a qu'un seul magistrat. Le même encore? Un autre. Un autre. Qui m'a rendu visite à domicile. Il n'y a aucun magistrat qui m'a appelé au téléphone. Aucun. Pourtant, je peux parler des cinquantaines de magistrats qui ont fait leur stage chez moi. Même ceux-là, personne n'a eu le courage de m'appeler au téléphone. Et nous parlons de la justice. Alors vous désespérez des magistrats camerounais? Ils sont complètement. Oui. Mais comment voulez-vous que la Cour suprême, qui applique la loi, la Cour suprême qui doit veiller à l'application de la loi par des juridictions inférieures, que ce soit cette Cour suprême qui me dit aujourd'hui que mon dossier d'appel est perdu. Ça s'est égaré. Entre la Cour d'appel de Yaoundé et la Cour suprême, à vol d'oiseau, c'est 10 mètres. Mais mon dossier est introuvable. Ça veut dire qu'il faudrait réintroduire notre dossier. Or, la loi dispose que dans le cas d'espèce, mon cas, la Cour suprême avait une période maximale de 30 jours pour trancher. C'est-à-dire, à compter du jour où j'ai interjeté appel à la Cour d'appel, la Cour suprême devait trancher mon affaire au plus tard le 4 juin de cette année. Nous sommes en septembre. Nous parlons de la justice. Même un enfant du quartier sait que si vous n'êtes pas dans votre maison, on ne peut pas ouvrir cette maison sans que quelqu'un qui réside dans la maison soit présent au moment où je parle. Mon camarade de classe, le procureur général de la Cour suprême, a ouvert, peut-être il a cassé la porte,
de mon bureau et installer quelqu'un. En moins de 2 mois, qu'on dit que j'étais à la retraite. On dit parce que ce n'est qu'hier, le 14 septembre, que j'ai été notifié. Donc je suis resté membre de la Cour suprême jusqu'hier, quand j'étais notifié. Mais on a forcé ma porte pour mettre quelqu'un dedans. Par contre, Aya Paul, magistrat ORH, premier groupe, indice 1400, quand j'étais nommé, je suis resté 6 mois sans bureau. 6 mois sans véhicule. Et quand on m'a donné un véhicule de seconde main, et ce véhicule est tombé en panne, le mécanicien m'a donné une liste de pièces détachées requises. Oui. Quand j'ai présenté cette liste à M. le procureur général, mon camarade de classe à l'université, il m'a demandé de les traduire en français. Si bien que, avant mon enlèvement, j'allais au travail dans un taxi. Et vous parlez de la justice, c'est-à-dire on ouvre mon bureau sans aucun membre de ma famille. Je ne suis pas encore notifié, donc je suis encore membre de la Cour suprême, mais on ouvre mon bureau et on dit jusqu'à ce qu'il y ait passation de service, tous mes primes sont confisquées. On sait que on m'a déjà confisqué 17 mois de salaire. Les primes que devait, n'est-ce pas, au moins me soutenir, point de vue ration, sont également retenues. Et on va parler de la justice. C'est la justice, ça. Est-ce que ce genre de débat, vous les aviez quand vous étiez là? Vous releviez ce genre de choses, ce genre de manquements, vous les releviez quand vous étiez vous-même encore en fonction? Vous en parliez souvent avec... Mais je vous ai dit qu'avant mon enlèvement, j'avais accordé une interview où j'ai dit que 80% des magistrats ne devaient pas être magistrats. Parce qu'ils ont tous peur de faire leur travail. Ou bien, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas bien appris la loi, ou bien ils ont peur. Qu'est-ce qui explique cela pour vous? Je ne sais pas, peut-être la corruption, parce que tout le monde veut être nommé, tout le monde veut rester dans les grandes villes, personne ne veut aller dans la campagne, tout le monde veut être promu, même s'il ne le mérite pas. Donc, à force de rester calme, ou bien à force de peindre quelqu'un d'autre comme le diable, n'est-ce pas, on a beaucoup plus de chances d'être promu et d'être nommé. Vous voyez, j'ai dit, et je le dis ici, le pays tel que nous vivons aujourd'hui au Cameroun est juste 1 centimètre de l'abîme. Oui. Parce que c'est la justice qui doit garantir la justice dans un pays. Oui. Et c'est la justice qui fait naître la paix. Donc la justice est à la base. Le législatif adopte les lois. L'exécutif applique la loi. Le judiciaire s'assure que d'abord ces lois sont conformes à la Constitution et que l'application par l'exécutif est conforme. Donc, en fin de compte, c'est la justice. Vous voyez, en anglais, on nous appelle les dieux. Lord. On nous appelle Lord. Your worship. His worship, their worships. Nous faisons le travail du Dieu. Donc, nous sommes à la base de tout. Et pour qu'il y ait la paix, il faut une justice. Une justice juste, si vous permettez. Absolument. Sinon, il n'y aura rien. Et donc, vous estimez qu'à l'allure où nous allons, le Cameroun, nous sommes au bord du de l'abîme? Oh là là. Juste un petit peu et c'est fini. Il faut lire
ou bien parce que j'étais écarté des réseaux sociaux pendant 8 mois. Ce que je lis aujourd'hui est très, très effrayant. Il doit y avoir la peur partout aujourd'hui dans le pays. Parce qu'on s'achemine vers une catastrophe. C'est pas moi qui vais, n'est-ce pas, commencer, mais d'après ce que je vois, d'après ce que j'entends, c'est très dangereux. Et il semble que personne n'a le temps, n'est-ce pas, de voir et de faire quelque chose. Oui. Tout le monde est dans l'état d'observation, de résignation. Oui. Ben alors qu'on est en train de... Donc vous estimez qu'on est en train d'aller dangereusement dans une zone de déclin absolu. C'est ça. Alors, vous êtes... vous parlez des magistrats. Pour revenir à votre incarcération, on ne vous a jamais dit exactement de quoi vous étiez accusé, vous nous l'avez expliqué, mais vous savez quand même que le gouvernement, votre arrestation est intervenue à la suite de l'arrestation d'autres personnes qui étaient, elles, par exemple, dans les négociations. Maître Félix Nkongo-Agborbala, docteur Fontaine-Neba. Alors, donc, quand on vous arrête, on imagine, du moins l'opinion, comprend que vous êtes considéré vous-même comme l'un des leaders de la cause anglophone. Est-ce que vous le comprenez comme ça, à ce moment-là? Non, je ne pense pas, parce que je n'étais pas membre de consortium. J'ai vu ce qui se passait et je me suis dit, personne qui aime la paix peut laisser faire des choses qui ne sont pas conformes à la loi. Tout d'abord, le gouvernement a dit que ni les avocats ni les enseignants peuvent parler des affaires politiques. Deuxièmement, j'ai vu qu'il y a eu débordement qui n'est pas en provenance de ceux qui étaient en négociation avec l'État. C'est ainsi que j'ai dit, pour pouvoir restreindre ces jeunes et pour pouvoir tacler les choses globalement, il faut que nous soyons ensemble. Mais mon opinion a été rejetée. Si bien que finalement... Quand vous dites qu'il faut que nous soyons ensemble, c'est-à-dire qu'il c'est-à-dire qu'on élargisse le consortium pour inclure nous de la politique. Absolument, oui, oui. Puisque le gouvernement avait dit que eux, les enseignants et les avocats ne pouvaient pas en parler. Cela a été rejeté. Par qui? Par le consortium. Par le consortium d'abord. Donc, je n'étais pas ni membre, je n'ai assisté à aucune réunion, je n'ai pas appelé à la grève, je n'ai pas appelé au ghost town, je n'ai vu morte, comme vous voulez, de rien du tout. Donc, finalement, pourquoi est-ce que j'ai été enlevé? Voilà pourquoi je posais la question que j'ai posée il y a quelques minutes. Vous avez fait une bonne introduction. Le mal, mon mal, c'est d'avoir dit la vérité, d'avoir insisté qu'on se conforme à la loi. À la loi? À la loi. Au sujet parce que c'est la loi qui régit tout. Si un gendarme a un fusil et l'uniforme, c'est parce que la loi dit, quand on a rempli telle condition, on devient gendarme. Si on est président, on est ministre, c'est la loi qui régit tout. Donc, à tout instant, j'ai essayé qu'on se conforme à la loi. Voilà pourquoi, en 2007, quand le président de la République a accordé une interview en France, il a dit qu'il n'avait pas, qu'il ne songeait pas à la modification de la Constitution, et que ce qui le préoccupait à l'époque, c'était plutôt le sous-développement, le sida. Un mois après, on a changé. On a changé et il fallait modifier la Constitution. J'ai dit de bonne foi que non,
il y avait un contrat social entre le peuple et le président. Et que le président lui-même a dit que la modification de la Constitution n'était pas urgente, n'était pas dans son programme. Mais d'où sort? Donc, le moment venu, moi, je serai du côté du peuple. C'est ce que j'avais dit en 2007. Donc, en 2008, j'ai maintenu ma parole. Ce qui ne vous a pas valu que des amitiés. C'est ce que je dis. Je ne fais que confirmer votre introduction. Oui, tout à fait. Avant même, j'ai dit non. Dans le parti RDPC, il y a la démocratie au niveau inférieur, mais il n'y a pas de démocratie au sommet. Parce qu'au sommet, on dit le président national est automatiquement le candidat naturel, le présidentiel. J'ai dit non. Il faut qu'il y ait la démocratie. Ou bien nous sommes en démocratie, ou bien nous ne le sommes pas. Ça aussi, ça a poussé ça m'a créé, je ne sais pas si je peux utiliser un mot aussi fort que des ennemis. Tout le monde sait combien de temps le président de l'Assemblée nationale m'a refusé la parole. Or, le rôle d'un député, c'est de s'exprimer. Mais plusieurs fois, on m'a refusé le droit à la parole. Je suis resté à l'Assemblée nationale. De 2002 à 2006. Pendant 11 ans. Ah, 2 mandats, voilà. Et les 6 dernières années, le président de l'Assemblée a dit, tant qu'il reste président, je ne serai jamais en mission quelconque. Si bien que même dans le pays, pour assister au séminaire était impossible. Vous voyez, la politique. Finalement, j'ai démissionné de la commission des affaires étrangères parce que je voyais mal que je sois président d'une commission alors que il y en a qui étaient membres de ma commission et qui avaient déjà fait 6 voyages, 6 missions, 3 missions. Moi, je n'avais fait aucune. J'ai démissionné. Il n'y avait pas la liberté parce que le ministre chargé de relations avec les assemblées disait voilà ce que le gouvernement veut et ça, on s'arrête là, on n'a rien à changer. J'ai démissionné. J'ai fini par démissionner de RDPC. Pour créer le PAP. Non, le PAP a été créé en 91. C'était un parti légal. Il était d'ailleurs l'un des rapporteurs généraux lors des tripartites. 91. Voilà. Donc c'était déjà là. Donc j'ai démissionné de RDPC pour rejoindre le PAP. Et j'ai contesté, n'est-ce pas, j'étais candidat en 2011. Oui. Vous voyez si bien que tout au long de ce trajet, il n'y avait que des ennemis tout au long. Et c'est ça qui va revenir à votre avis? Est-ce que c'est Oui, pas ça qui revient oui, avec la crise anglophone? Oui, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un journal en anglais qui publie en anglais, le Guardian Post, yes. Qui a publié à la une que il était presque convenu que je serais le candidat en 2008 pour un groupe de partis de l'opposition, le candidat consensuel. À partir de ce moment, les autorités, je peux le dire, pourquoi pas, ont envoyé les gens sur les réseaux sociaux pour m'attaquer. J'avais des appels de menaces de mort avec les numéros qui n'étaient pas identifiables. Oui. Et un jour, à 30 mètres de ma résidence, je suis tombé sur un groupe qui faisait le plan, n'est-ce pas, de ma résidence. J'ai fait publier ça. Et je me suis même plaint et aux ambassades et aux autorités de la sécurité. Finalement, c'est ce qui est, c'est-à-dire c'est le dernier point qui a poussé à ce que je subis, ce que j'ai subi. C'est-à-dire il n'y a aucun doute. Donc il y a une volonté de vous humilier.
non seulement m'humilier, mais de faire disparaître mon parti politique. Au moment où je parle, mon secrétaire général a été amené à quitter le pays, à fuir. Le coordinateur national est en Bastille. Il est actuellement en prison à Bouya. Mon directeur de campagne a été obligé de fuir. Mon vice-président, même les coordinateurs au niveau départemental sont poursuivis partout dans le pays. On ne s'arrête pas à les poursuivre pour me déstabiliser. Mon secrétaire général, par exemple, quand il a quitté le pays, il s'est sauvé. On a arrêté sa sœur. Ah bon. Et on l'a embastillé pendant 2 semaines. Le père, on a poursuivi le père. Le père, au moment où nous parlons, est en cachette. On a arrêté son frère, qui était déjà dans la fonction publique, qui est encore en prison, et qu'on va le garder jusqu'à ce qu'il produise le frère. C'est-à-dire, il répond des actes. Si jamais le frère a commis des actes, des infractions, c'est lui qui répond. Je ne sais pas à base de quelle loi. On a fait la même chose avec la famille de mon directeur de campagne. On a arrêté sa femme avec un bébé qui avait à peine 1 mois. Et elle est enfermée avec ce bébé pendant 4 jours. Non, elle a été enfermée pendant 4 jours. Pendant 4 jours. À Boya. À Manfé. À Manfé. Ma famille a été attaquée alors que j'étais en captivité. Tout le monde le sait. Mon fils a fait une requête qui est restée sans suite jusqu'à présent. Donc c'est facile. Tout le monde peut conclure. On n'a même pas besoin de conclure. Tout le monde sait, tout le monde voit que tout est politique. Mais si on parle par exemple de terrorisme ou bien d'apologie du terrorisme, pour les infractions relatives au terrorisme, on ne fait pas d'instruction. La loi elle-même dit on n'a pas besoin de faire l'instruction. Et il y a mise en jugement direct. On n'a pas besoin de 223 jours pour inculper quelqu'un. Même pas inculper, pour le traduire en justice, parce qu'il n'y a pas d'inculpation devant le commissaire du gouvernement proprement dit, puisque la loi elle-même dit il y a mise en jugement direct. Donc on a besoin de 223 jours pour cela. Donc vous voyez, chacun me disait, oh, votre affaire est spéciale, votre affaire est compliquée. S'il s'agit de la crise anglophone, comment traduire les leaders en justice? On me laisse de côté. Donc nous avons toute raison de dire que c'est politique. Et d'après l'analyse que je viens de faire, il est évident que c'est politique. Alors, est-ce que cela vous décourage, Ayapola Biné? Ça vous décourage? Vous rappelez toutes ces exactions dont sont victimes vos collaborateurs, vos proches au sein du PAP. Ça vous décourage? Est-ce que vous n'envisagez pas d'arrêter la politique? Vous voyez, le parti politique est composé de personnes. Et si tout le monde est obligé, je viens de dire, alors que j'avais omis de dire, alors que ceux-là sont soit en prison, soit en fuite, le seul qui est resté à organiser une réunion ici, et on a envoyé 4 camions de policiers pour aller l'empêcher. Il était arrêté et embastillé pendant des heures. Donc vous voyez bien que finalement, je suis seul. Pourtant, je suis convaincu que le bon Dieu m'a assigné une mission. Et je dois remplir cette mission jusqu'à la dernière énergie, jusqu'au dernier jour. Cette mission, c'est rendre justice. C'est-à-dire donner mon tout pour qu'il y ait justice.
Et je vais continuer à insister qu'il y ait justice. Donc vous serez candidat à la présidentielle 2018, par exemple? Il est encore tôt de le dire. Oui, je vous dis tout simplement que depuis 2010, dans mon projet de société, je demande que nous ayons dans le pays une commission de vérité et de réconciliation nationale telle qui s'est passée en Afrique du Sud. Sinon, je le dis, moi je n'ai même pas un couteau, mais sinon je dis que notre avenir n'est pas prometteur. Donc je vais continuer à œuvrer que nous ayons une société où tout le monde se sent à l'aise. En ce qui concerne l'élection présidentielle 2018, oui. Je sais que je fais partie du parti républicain. Oui. Et là, c'est le parti qui va décider qui sera candidat. Il serait alors prématuré pour moi, même arrogant de dire que je serai candidat. C'est au pacte de prendre la décision. Mais le pacte républicain avec l'UDC. Oui, MRC, je pense bien, oui. Oui, tout ce monde-là. Oui, L'UPC d'ailleurs aussi. CPP. Voilà. CPP. Oui. Donc nous sommes là, on attend. Ce n'est pas parce que je suis malade que je vais démissionner. Étant malade, même je vais continuer à servir. C'est à donner le meilleur de moi-même pour que nous ayons la justice. Alors, vous n'êtes plus à la Cour suprême. On sait que le Conseil supérieur de magistrature, à l'issue duquel vous avez été envoyé en retraite, mise en retraite. Mais bon, alors, la Cour suprême, il y a eu une Cour suprême qui s'est illustrée ces jours-ci, celle du Kenya, les résultats de l'élection présidentielle. Comment vous appréciez une telle orientation de la Cour suprême kenyane? Mais c'est justement ce que je viens de dire, que j'ai une mission. Nous pouvons en faire autant. Malheureusement, nous n'avons pas de magistrats. Parce que avant, la magistrature dans le pays était une autorité. Mais depuis la révision constitutionnelle de 1996, la magistrature est devenue un pouvoir. L'un des trois pouvoirs. Si nous avons des magistrats, ils devaient commencer par dire que désormais, selon la Constitution, le ministère de la Justice n'a rien à voir avec la magistrature. Or, pour prononcer le jugement contre moi, il a fallu que ceux qui étaient chargés, n'est-ce pas, du procès aille au ministère. Donc, le jugement était reporté pendant 2 heures pour avoir des instructions du ministère de la Justice. Et vous appelez ça une justice? Donc, nous n'avons pas encore une magistrature digne du nom de la magistrature. Au Kenya, ça peut se faire. Vous voyez, la Constitution prévoit que le pouvoir judiciaire est indépendant. Qu'est-ce qu'il nous faut pour être indépendant? Il faut quoi? Puisque la loi fondamentale prévoit que nous avons l'indépendance. Il incombe à chaque magistrat de faire son travail rien qu'en conformité avec sa conscience et la loi. Or, nous ne le faisons pas. Au Kenya, il y a des vrais juges. Vous voyez, j'ai dit tantôt que, ou bien, nous ne connaissons pas le droit, nous magistrats, ou bien nous avons peur. Parce que l'indépendance de la magistrature ne se donne pas. C'est le magistrat lui-même qui se dit, moi je suis indépendant. On peut subir des conséquences telles que moi j'ai subi.
Aller à la retraite, oui, bien sûr que oui. J'avais demandé d'aller à la retraite, anticipé, pas écrit. En quelle année déjà? Il y a peut-être 7 ans. Hein. Ah. Mais on vous a plutôt nommé avocat général. Mais ils ont rejeté mon dossier. Oui, oui. Et ils m'ont nommé. Pour eux, n'est-ce pas, de revenir sur leurs paroles, alors qu'ils m'ont nommé contrairement à ma volonté, puisque j'avais demandé d'aller à la retraite. Et pour revenir sur leurs paroles et me mettre à la retraite, alors qu'il y a des magistrats à 80 ans, qui sont encore là. Alors, il y a quand même toujours globalement la question qui vous a valu tous les ennuis que vous avez eus, c'est-à-dire la question de la crise anglophone. Alors, quand vous posez la question, aujourd'hui, quel est le problème? Qu'est-ce qui justifie qu'on en vienne, qu'on parle de crise anglophone selon vous? Quel est le problème? Vous voyez, je m'abstiens de parler de la crise anglophone actuellement parce que la situation est un peu délicate. Oui. Tout ce que je peux dire, c'est d'appeler aux leaders anglophones dans le pays de chercher à tenir plutôt une réunion pour qu'on sache exactement ce que nous voulons et par comment, n'est-ce pas, on peut arriver à ce que nous espérons. Après cette réunion, on pourra alors programmer une réunion avec les anglophones de la diaspora. Parce que les choses telles qu'elles sont, nous avons beau parler, rien n'a changé. Le gouvernement a pris des mesures, rien n'a changé. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les anglophones eux-mêmes s'asseyent et prendre des décisions pour qu'on ait un front commun. Qu'est-ce que nous voulons? Nous allons prendre une décision, des résolutions, et nous allons les présenter aux autorités de l'État. Donc vous appelez en quelque sorte à la poursuite du dialogue? Non, mais absolument. Dans ma vie, je pense que j'ai tout fait dans ma vie pour éviter, n'est-ce pas, la violence. Vous savez, la loi m'a donné le droit légal de tuer, puisque j'avais le pouvoir, rien qu'avec ma signature, de condamner quelqu'un à mort. En 39 ans, je n'ai pas signé un seul, n'est-ce pas, mandat non, jamais. Rien ne peut prospérer dans la violence. Le bon Dieu qui nous a créés était en violence contre son ange, ou bien ses anges peut-être. Et depuis lors, la guerre ne finit pas. Pourquoi? Parce que même quand il y a eu violence, il faut le dialogue à la fin pour que la violence cesse. Il n'y a aucune guerre dans le monde qui n'est finie par la table ronde. Donc le dialogue est essentiel. Et je vous dis ce que vous connaissez et tout le monde connaît. Dès qu'il y a deux personnes ensemble, il doit y avoir de mésententes. Absolument. Après les mésententes, il faut le dialogue pour que la vie revienne à la normale. Nous parlons tous de dialogue. Le président lui-même a parlé de la République, a parlé de dialogue. Mais sur le terrain, on ne voit rien. Je vous dis une chose. Personne ne peut obliger quelqu'un d'autre d'être son ami ou bien de vivre avec lui. L'Église catholique a beau prêcher contre le divorce, mais le fait de rester dans la maison avec une femme qu'on ne traite pas comme une épouse ne veut pas dire qu'il y a mariage. Donc, c'est
autour de la table que nous pouvons regarder en face, c'est-à-dire regarder les uns les autres dans les yeux et dire désormais il y a, n'est-ce pas, le vivre ensemble. Alors, mais quand même, Ayapola Biné, si je me souviens bien de certaines de vos explications, vous expliquiez notamment que l'acte constitutif de l'union entre la partie anglophone et francophone aujourd'hui, c'est une question qu'il faut mettre sur la table. Vous l'expliquez très bien d'ailleurs. Non, mais je n'ai jamais bougé de ça. Et cette position-là. C'est la vérité. Et à partir du moment où nous ne voulons pas faire face à la vérité, c'est malheureux pour nous. Parce que si nous voyons ce qui se passe ailleurs, personne ne peut et personne ne doit faire à ce que nous ayons, n'est-ce pas, des violences dans le pays. Ça va profiter à personne. Je vous cite rien que l'exemple de la Somalie. Oui. Siad Barre, le dictateur, qui est mort et puis le pays. Depuis, il n'est pas là. 27 ans après, il n'y a pas la paix. La Somalie est même divisée. Donc, si nous pouvons éviter des hostilités, en essayant, n'est-ce pas, de mettre de côté l'arrogance. Si le bon Dieu a envoyé son Fils rester avec nous, manger avec nous, nous laver les pieds, qui est-ce qui peut dire qu'il est si important qu'il ne peut pas s'asseoir avec le peuple? L'arrogance, vous parlez de qui? Du président de la République? Non, je parle de tout le monde. Tout à fait. Et les anglophones qui ne veulent pas peut-être le dialogue, et les autorités, n'est-ce pas, du pays. Les deux doivent s'asseoir pour qu'il y ait de la paix. La paix n'a pas de prix. Il ne suffit pas de dire la paix n'a pas de prix, alors que nous ne faisons rien pour faire à ce qu'il y ait la paix. Donc c'est absolument nécessaire que ça commence par les anglophones. Il nous faut une réunion. Ceux qui se disent leaders, je dis ici à haute voix, qu'il est grand temps, quel que soit le but recherché, il faut d'abord une réunion interne, et puis nous allons expliquer notre position aux anglophones de la diaspora, et aussi, ils vont nous dire ce qu'ils veulent. Nous allons alors présenter comme quelque chose de consensuel la position. J'avais demandé avant, c'est pas moi, il y a des années, j'ai demandé aux anglophones, si le président de la République disait aujourd'hui à 17h que nous allons dialoguer, quels seront ceux qui seront là? Et c'est ce qu'on va dire. Puisque chacun va de son côté, ceux qui parlent de, ceux qui se disent authentiques, ceux qui... Donc, il faut d'abord que nous soyons d'accord sur un point. Et il ne m'appartient pas de le dire. D'ailleurs, je viens de vous confier, de dire ici, devant le public, que j'avais demandé de devenir membre de la consortium. Oui, mais j'étais refoulé. Oui. Parce que, c'est pas moi, de toute façon, ceux qui sont des leaders, qui nous appellent, on tombe d'accord sur un point, peut-être 2 points, peut-être 3 points. Parce que chacun parle de son côté, chacun dit ce qu'il pense que c'est la meilleure solution. Ça n'avance pas la situation. Alors, donc vous estimez que c'est trop confus? On parle de l'Ambazonie, on parle de ceux qui sont... Ambazonie, les sécessionnistes, on parle de ceux qui sont pour le fédéralisme, on parle de ceux qui sont d'ailleurs pour ne même pas discuter. Donc, vous estimez que c'est très confus tout cela? Absolument. Donc, il est important et très nécessaire que tous ces groupes se réunissent pour avoir, n'est-ce pas, au bout fixe, quelle est la meilleure solution.
Parce qu'aujourd'hui, l'État a beau, n'est-ce pas, prendre des décisions. On dit que ce n'est pas suffisant. On va de l'avant, ce n'est pas suffisant. Oui. Donc, commission pour vous, commission pour le bilinguisme, nomination, création d'une section common law à la Cour suprême, création également d'une section anglophone à l'ENAM, c'est peanuts, c'est rien du tout. La commission du bilinguisme, pour moi, c'est comme quelque chose d'enfantin. Mais comment créer une commission, et ceux qui sont nommés commission du bilinguisme, et ceux qui sont nommés là ne sont pas bilingues. Et vous pensez que c'est une fois de plus, ce n'est que peut-être une diversion, ça ne sert absolument à rien. Moi, si je me tâche de m'exprimer en français, ce n'est pas la commission qui m'a appris le français. Depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont même pas encore commencé à travailler. Et même quand ils vont commencer à travailler, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des rapports au président de la République, c'est tout. Il y a eu des commissions d'enquête qui ont fait des rapports pendant des décennies. Et nous n'avons jamais vu les actions prises en conséquence. Ça ne sert à rien. Création de, comment à la Cour suprême, de quoi, à l'ENAM, de quoi. Tout ça n'est encore que sur le papier. Tout ça n'est que sur le papier. Je ne dévalue rien du tout. C'est important. Parce que nous avons deux systèmes. Il faut que ces deux systèmes nous aident. Quand j'entends ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème anglophone, il y a un problème camerounais, je dis vraiment le Cameroun n'a pas d'intellectuels. Ceux qui se disent intellectuels ne valent presque rien. Je n'insulte personne, mais je dis la vérité. Si vous vous exprimez en français, et en même temps vous dites qu'il y a un problème camerounais, le problème camerounais s'exprime en français. Et si vous vous exprimez en français, pourquoi vous pensez que quelqu'un d'autre ne peut pas s'exprimer en anglais? Donc, il y a ce problème qui existe. Les intellectuels nous ont trahis. Désormais, il faut qu'on réfléchisse bien. Il faut qu'on réfléchisse bien. Expliquez-nous encore, les intellectuels nous ont trahis, c'est-à-dire quoi? Parce que tout ce que nous entendons, tout ce que nous entendons provient des intellectuels qui créent des problèmes. Ce sont eux qui créent des problèmes. Parce que, comme je vais de citer un seul exemple, comment quelqu'un peut-il dire qu'il ne veut pas entendre parler de francophone, anglophone? C'est de l'histoire. Avant l'avènement du blanc, il n'y avait pas de Cameroun. Ceux qui se disent des historiens aujourd'hui nous disent des mensonges. Il n'y avait pas, il y avait des chefferies. Oui. C'est tout. Donc, c'est l'Allemagne qui a essayé de nous grouper. Et 60 ans après, l'Allemagne est défaite. Et nous sommes partis côté français, côté anglais. Oui. Si aujourd'hui, nous devons être ensemble, nous ne pourrons pas, c'est-à-dire, jeter avec le revers de la main une partie parce que quelqu'un a dit, il est vrai qu'il n'y a pas un acte d'union entre les deux Camerouns, mais c'est le Cameroun occidental et le Cameroun oriental. Le Cameroun occidental, c'était comme un petit frère qui est venu dans les bras de grand frère. Ça, c'est le charabia. Ça ne veut absolument rien dire. Il y a deux côtés. Si nous devons être ensemble, soyons ensemble, sans l'un, n'est-ce pas, sans que l'un prenne la part du lion et laisser l'autre, n'est-ce pas,
mourir de faim, de la faim. Alors, vous parliez de la diaspora. Je mesure que la diaspora est importante aujourd'hui dans la crise anglophone. Et par exemple, il y a eu des délégations que le gouvernement a envoyées. Comment avez-vous jugé, perçu tout cela auprès de la diaspora pour expliquer, pour espérer que celles-ci reviennent peut-être à de meilleurs sentiments? Vous avez perçu tout cela comment? C'était une perte de temps et de l'argent comme d'habitude, c'était du gaspillage. Le problème est chez moi, entre peut-être mes enfants et moi, ou bien madame. J'envoie quelqu'un chez le voisin chercher une solution. Le problème est ici. C'est nous qui payons le prix. Si mon grand-fils ne va pas à l'école, et le fils de quelqu'un au Nigeria, au Kenya, n'importe où dans le monde, lui fréquente. Si celui-là ne sait pas ce que je sens, c'est moi qui dois dire, je porte la chaussure, c'est ici que je sens mal. Mais on envoie les gens, n'est-ce pas, se balader, faire le tourisme. Et qu'est-ce qu'il y a de pire? Les mêmes ministres qui ont créé les problèmes, ce sont ceux-là qu'on envoie chercher des solutions ailleurs, des solutions qu'ils ne peuvent pas chercher dans leur bureau. Ça n'a rien, ça n'a rien apporté. Il y en a qui ont dit, puisque moi j'étais en captivité, je n'ai pas bien suivi, mais il y en a qui ont dit, non, aux États-Unis, on a écouté, mais aujourd'hui c'est aux États-Unis que nous avons, c'est pas moi, l'opposition peut-être la plus violente. Donc, les deux côtés sont importants. Mais il appartient aux anglophones de se réunir et se mettre d'accord sur ce que nous voulons. Et puis nous allons présenter ce que nous voulons aux autorités. Moi, je parle de dialogue. On n'est même pas au stade des négociations. Il faut arriver d'abord au dialogue. Quand on a conclu, nous allons présenter ce que nous voulons. Et les autorités, eux aussi, vont dire, nous, voici ce que nous voulons. Comment alors réconcilier les deux? C'est là où je pense qu'il y aurait, n'est-ce pas, une solution. On fait tout aujourd'hui, mais depuis ma libération, je suis toujours à Yaoundé. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais personne n'est venu vous voir non, je dis, je suis ce qui se passe sur le terrain. D'accord. Il paraît que ça ne va tellement pas bien. Il est vrai que la CIATV peut tout dire avec les RDPC qui n'ont encore rien appris que les mensonges ne donnent jamais de solution. Il est vrai qu'ils disent comment ça marche, comment ça allait, mais les informations que vous avez, j'ai, je pense que ça ne va tellement pas bien. Et je pense qu'il est beaucoup plus facile d'éteindre une étincelle qu'un incendie. qu'un incendie. Paraît-il, les autorités dorment et ils pensent que finalement on sera fatigué. Rendre visite, M. Agobala était là quand il allait à Kondengui. Il est venu avec ses amis. Je pense qu'ils étaient 4 pour me dire bonjour, puisqu'en 8 mois on ne s'est pas vu et qu'il était en route pour Kondengui. Depuis lors, on ne s'est pas encore parlé. Le jour-là, on a seulement pris des photos de souvenirs, on n'a rien discuté, il ne m'a rien dit, moi non plus. Et je vous ai dit ici que si je suis là aujourd'hui, je me donnais 2 mois pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir sortir. Mais puisqu'il s'agit de l'équinoxe, je suis quand même là. Donc, je n'ai encore rien dit. J'ai publié sur Facebook mes remerciements à Dieu. Moi-même, j'ai publié, mais sinon,
Je n'ai encore rien dit depuis que j'ai quitté le CED. Oui, est-ce que vous n'avez quand même pas le sentiment, parce que quand on vous entend vous exprimer, vous dites les anglophones doivent se réunir. Mais on a quand même le sentiment que vous-même, on vous a peut-être un peu rejeté, puisque vous dites que vous avez demandé à faire partie du consortium, ce qui a été refusé. Oui. Alors, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous êtes en marge, qu'on vous met en marge et que votre voix peut-être ne porte pas assez dans la configuration actuelle? Moi, je vous ai dit que pendant presque 8 mois, j'étais coupé, Oui. mais j'ai lu quand même des journaux. Le colonel m'a laissé garder un téléviseur, un poste de radio. Donc j'étais au courant quand même que partout dans le monde, il y a eu des marches pour ma libération. Je ne peux pas me juger, mais je pense que sur Facebook, le peu que j'ai consulté, il paraît que j'ai encore une petite voix chez les anglophones. Mais je ne veux pas me présenter comme Un leader. Oui. À eux de dire, bon, faites-nous ça. Mais actuellement, tout le monde parle de consortium. Et, moi, je n'aime pas discuter, c'est-à-dire essayer d'arracher ce qui appartient à quelqu'un d'autre. S'ils veulent qu'on travaille ensemble, si désormais ils ont vu que peut-être je peux apporter quelque chose, c'est à eux de dire, bon, ensemble, invitons les leaders anglophones, et essayons de voir comment procéder. Je sais que le docteur Monzou a déjà convié les anglophones à Buea. Cela a avorté. Puisque je n'étais pas libre, peut-être personne ne m'a consulté. Je leur laisse, n'est-ce pas, la liberté de faire le mieux pour que nous ayons... Donc, mais vous êtes disponible, si je vous entends bien. Bien sûr que oui, pourquoi pas. À tout moment. Si je peux faire tout le possible pour que nous restions, n'est-ce pas, en paix, il n'y a rien de plus important que ça. La paix est très très nécessaire. Parce que commencer les troubles est très facile. Mais on ne sait pas à quel point quelqu'un, au lieu, n'est-ce pas, de donner des coups de poing, va plutôt chercher une machette. Oui. Donc, le mieux, c'est d'éviter, n'est-ce pas, que ça déclenche. Et il appartient à l'État de peut-être désormais faire quelque chose le plus vite possible. Parce que même la libération de quelques anglophones était faite un temps avant. Oui. Peut-être la rentrée aurait-il pris une autre tournure. Mais toujours est-il que chez nous, nous attendons la dernière minute. Même si on voit un nid de poule, on attend jusqu'à ce que ça devienne un cratère. Parce que si on tacle au niveau du nid de poule, bon, le pourcentage du budget qui sera affecté sera petit. Donc, il faut que ça soit un cratère. Pour que le marché donc nous laissons soit plus tout jusqu'au dernier moment. Alors, vous avez votre parti, le PAP, a introduit un recours pour des réparations. Alors, j'ai entendu le chiffre de 100 milliards. C'est bien cela. Vous avez introduit ce recours devant quelle juridiction et comment estimez-vous ces réparations-là? Non, vous savez que je n'étais pas là. Ce sont les membres du PAP qui ont introduit le recours en question. Pour parler des dommages et intérêts, rien ne peut réparer le dommage qu'on nous a causé. Tout d'abord, moi-même, le président national, je suis maladif. Tout le monde qui voyait cette figure, la voyant aujourd'hui, peut conclure sans que je le dise. Tous les membres
tous les officiels du parti, sauf le secrétaire à l'organisation qui est ici à Yaoundé. On a chassé tout le monde du pays. C'est-à-dire le parti est déstabilisé. Ce sont eux qui parlent de déstabilisation tous les jours. Sans aucune raison. À commencer par moi. On me reproche de quoi? Et ceux-là, s'ils ont fui, les membres de leur famille qui sont embastillés, payent sous prix pour quelle raison? Donc, s'ils exigent 100 milliards pour moi, je n'ai rien, n'est-ce pas, à leur reprocher. Je ne peux pas leur reprocher de... C'est la procédure est devant quelle juridiction? La Commission africaine des droits de l'homme. La Commission africaine des droits de l'homme des peuples, oui, d'accord, de l'Union africaine. Oui, moi-même, j'ai introduit un recours devant les Nations Unies. Oui. Oui, les petition team à Genève. À Genève, oui. C'est ce que moi je sais. Ça me concerne parce que je ne savais pas pourquoi j'étais là et pour combien de temps j'allais rester là. Vous voyez, chaque fois que je devais aller à l'hôpital, on me traitait d'une curiosité. Hein. Et il y avait des clameurs, parce que accompagné des gendarmes qui, avec des sirènes qui attiraient les attentions, voilà quelqu'un de dangereux. Le monde tout entier, c'est aujourd'hui que, je ne sais pas moi, un criminel. Si bien que, même si aujourd'hui j'allais chercher de l'emploi, soit aux Nations Unies, à n'importe quelle organisation internationale, ça va influencer, n'est-ce pas, le jugement. Pour rien, parce que jusque-là, je ne sais pas pourquoi, j'étais enfermé. Et j'ai le sentiment, je l'ai déjà dit et je le répète, qu'il ne s'agissait pas d'arrestation. On ne voulait même pas me garder. Peut-être. On voulait m'éliminer. C'est un sentiment qui est difficile à écarter. Seulement, je pense que le colonel avec son équipe ont eu pitié de... Peut-être ils ne savaient pas pourquoi, pour quelle raison on devait, n'est-ce pas, me traiter de la sorte. Et la vie, même si je ne suis pas éliminé physiquement, moralement, aujourd'hui je suis maladif, si je meurs, je ne sais pas quelle somme d'argent peut payer la vie humaine. De toute façon, quand on est devant une juridiction, ce qu'on demande, ce n'est pas nécessairement ce que la juridiction va accorder. À eux d'apprécier les faits, d'accorder ce qui est, n'est-ce pas, convenable, voilà, qui répond, n'est-ce pas, aux dommages causés. Alors, nous allons terminer par là. Ayapo Labine, vous êtes donc libre maintenant. Est-ce que vous êtes un homme en colère? Est-ce que vous êtes plutôt un homme... vous voulez prendre votre revanche? Est-ce que vous en voulez au président Paul Biya? Non, mais pourquoi? J'étais à l'élection en 2011. Peut-être je serai encore candidat en 2008 si le pacte républicain... 18, pardon, si le pacte républicain me choisit. Nous serons des candidats. Si demain je suis élu, je saurai tout simplement qu'il a été président avant moi. La revanche, moi je suis catholique, convaincu. Je sais que la revanche appartient rien qu'à Dieu. Il ne m'appartient pas de faire chercher la revanche. Je cherche la justice. Voilà pourquoi moi je ne suis pas pour des violences. Est-ce que vous souhaitez rencontrer le président de la République? S'il vous invitait, qu'est-ce que vous lui dites? Vous iriez vous répondriez oui à son invitation? Jusqu'au moment où je parle, c'est le président de la République. Il n'y a qu'un président. C'est lui le président. Si le président m'invite, pourquoi je dois refuser, n'est-ce pas, d'y aller? S'il m'invite, je vais me présenter.
je vais l'écouter, je vais lui donner mon avis qui m'appartient, moi, à moi seul. Je n'ai pas envie de me venger sur qui que ce soit. Cela appartient au seul Dieu. Alors, merci beaucoup Aya Paul-Abine d'être venu sur le plateau d'Equinox Télévision pour parler avec nous des suites de la crise anglophone, aussi des suites de votre libération intervenue il y a quelques jours. Ça a été un honneur pour Equinox Télévision de vous avoir ici. Ah oui, c'est moi qui vous remercie et je répète que je ne devais pas être là parce que je me sens encore malade. Je ne voulais pas rompre le silence aussitôt, mais puisqu'il s'agit d'Equinox, me voici et je vous remercie et je remercie tous ceux qui m'ont écouté et je saisis l'occasion de remercier tous ceux qui ont fourni tous les efforts pour ma libération. Ils sont en millions partout dans le monde. Je ne sais pas comment je peux, n'est-ce pas, leur dire merci. Rien qu'avec les mots, merci à vous tous. Alors, madame, messieurs, nous arrivons au terme de cet entretien avec monsieur Aya Paul-Abine, président du PIAPI, qui était également libéré il y a quelques jours dans le cadre de la crise anglophone ici au Cameroun. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 sur Equinox Télévision. Restez sur les programmes d'Equinox Télévision en attendant. Ne zappez pas. Bonne soirée, à bientôt.